Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette 7e vidéo de la série Introduction aux services de cloud de Microsoft Azure. On est sur l'édition automnale 2019, donc vidéos qui ont été enregistrées entre septembre et octobre 2019. Dans cette 7e vidéo, je vais me consacrer et plus particulièrement de la partie gestion des identités. Alors quand on pense identité et qu'on vient du monde du data center ou du cloud privé, souvent identité égale Active Directory dans les organisations. Et l'Active Directory, effectivement, on peut se poser la question, comment ça va fonctionner dans Azure? Comment on va l'héberger? Finalement, ça ne va pas changer grand-chose par rapport à ce que vous connaissez, surtout si aujourd'hui vous êtes déjà avec une organisation avec plusieurs sites géographiques et un Active Directory qui est multisite. Mais finalement, la région, les régions d'Azure que vous allez choisir pour déployer des nouvelles ressources dans des réseaux virtuels, par exemple des machines virtuelles, eh bien en fait ce sera simplement des sites supplémentaires que vous allez rajouter dans votre Active Directory. Donc on va déployer en fait des contrôleurs de domaine tout à fait classiques. La seule différence c'est que par rapport à aujourd'hui où ils sont dans un data center sur des machines physiques ou des machines virtuelles, eh bien là les machines seront dans les data centers de Microsoft sous la forme de machines virtuelles. On a un deuxième service en termes d'identité quand on est dans du cloud Azure ou quand on utilise des services de type SaaS de Microsoft, c'est Microsoft Azure Active Directory. Et là, même si le nom se ressemble un petit peu, parce qu'on retrouve Active Directory dans les deux noms, ici on est sur quelque chose d'assez différent, c'est un service de gestion d'identité, et c'est un service qui s'avère également à faire le contrôle d'accès dans le cloud public de Microsoft. Quelles que soient les applications qu'on va utiliser, on va le voir plus tard. Donc, si vous utilisez de l'Azure ou de l'Office 365 ou autre chose, vous aurez de toute façon de l'Azure Active Directory. Après, le choix, c'est de se dire, est-ce que le fait d'aller dans Azure fait que je vais avoir besoin d'étendre ma gestion d'identité de type data center, avec des protocoles de type data center, Kerberos, NTLM, LDAP. Est-ce que j'ai besoin d'étendre ça dans Azure? Et si c'est le cas, il n'y a pas de souci, on va pouvoir faire fonctionner les deux en parallèle. Dans tous les cas, la plupart du temps, en général, un Azure Active Directory fonctionne en conjonction avec un Active Directory classique tel qu'on le connaît depuis le début des années 2000. Alors, la question qu'on pourrait se dire, c'est pourquoi mettre des serveurs, pourquoi utiliser de l'Active Directory dans Azure alors qu'il existe le service Azure Active Directory? Simplement parce qu'on a des applications qu'on va peut-être déplacer dans le cloud simplement par déplacement, ce qu'on appelle migration lift and shift. Ces applications, elles parlent probablement des langages d'authentification de data center, Kerberos, NTLM, voire du LDAP ou LDAPS. Donc si on a des applications qu'on déplace dans le cloud, dans des machines virtuelles, et qui ont encore besoin de ces protocoles, on va avoir besoin de l'Active Directory. On peut également utiliser l'Active Directory dans le cloud Azure comme étant une solution de secours ou une extension plutôt du data center, et de se dire, ok, j'ai aujourd'hui sur site des contrôleurs de domaine, j'ai qu'un seul data center, je vais me prémunir d'un problème majeur qui pourrait arriver sur ce bâtiment. Eh bien, le fait en fait d'utiliser Azure comme une extension du data center fait qu'on va pouvoir créer un réseau virtuel par exemple dans Azure, y mettre des machines supplémentaires qui feront office de contrôleurs de domaine Active Directory et donc utiliser ces machines pour être finalement permettre la résilience du service Active Directory, même en cas de panne du data center principal. Et puis, on va pouvoir également utiliser Active Directory comme une méthode d'authentification primaire pour une infra qui serait purement cloud. Donc, ce que je veux dire, c'est dans cette phrase-là, c'est que si on a une infrastructure avec que des VM qui ont besoin du coup de se parler les unes avec les autres, avec de la sécurité, etc. Donc, en gros, de réutiliser les mécanismes qu'on peut avoir dans une forêt ou un Active Directory, il ne faut pas se poser de questions. On aura besoin d'un AD à l'intérieur. Donc même si on a un Azure AD derrière, il n'aidera pas pour pas mal de mécanismes. Du coup, on doit se poser quelques questions en termes d'architecture. Quels sont les besoins de sécurité qu'on a avec Active Directory dans un environnement Azure? Est-ce qu'on doit faire, en gros, rajouter des contrôleurs de domaine à son existant et donc, en gros, étendre le nombre de contrôleurs de domaine de la forêt ou des domaines existants? Est-ce qu'on a besoin de faire un AD séparé et de mettre en place des relations d'approbation? Est-ce qu'on va utiliser en type de contrôleur des read-only domain controllers? Est-ce qu'on va utiliser des contrôleurs de domaine en lecture-écriture? Est-ce qu'on a besoin de global catalog par exemple? Donc ça finalement, là-dessus, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas finalement de grands changements, que ce soit Azure ou pas Azure.
Dans ce scénario-là, de toute façon, on est sur une extension du data center avec des nouveaux sites. Les nouveaux sites sont les data centers d'Azure, mais basiquement, du point de vue AD, ça reste des nouveaux sites. Le contrôleur de domaine en lecture seule n'apportera pas forcément grand-chose en termes de sécurité, simplement parce que cette fonctionnalité a été conçue à l'origine en fait pour prévenir les attaques de type attaque physique sur des contrôleurs de domaine mal sécurisés, souvent dans des réseaux d'agences d'ailleurs. Et donc c'était pour se prémunir en fait du vol du matériel physique et potentiellement du coup du vol du disque dur qui contenait le NTDS.dit, qui est la base de données Active Directory, qui du coup pouvait être attaqué de manière offline, après avec des outils assez connus. Donc dans Azure, le REDC ne servira pas forcément, n'apportera pas grand chose en termes de sécurité. Ensuite, quand je parle de réflexion d'architecture, certains d'entre vous qui écoutent cette vidéo ont 15-20 ans d'expérience sur la topologie d'architecture Active Directory et donc savent effectivement que dès qu'on met en place du multisite, il faut se poser des questions sur l'optimisation des coûts en termes de réplication, l'organisation des plages d'IP pour faire les bons sites et pour faire en sorte que les authentifications se passent au plus près des contrôleurs de domaine et ne traversent pas des WAN quand c'est pas nécessaire. Donc ça perdure, aucun changement par rapport à Azure. Donc différentes approches qu'on peut avoir en infrastructure hybride avec l'Active Directory, se dire soit je garde mes contrôleurs de domaine uniquement sur la partie privée, j'établis un lien avec un VPN site ou un ExpressRoute comme on a pu le voir dans la vidéo sur le réseau, avec des VNet qui sont dans Azure et les machines qui sont dans Azure ou les applications qui sont dans Azure qui auront besoin d'utiliser les protocoles d'authentification et de s'authentifier auprès de l'Active Directory, attention, traverseront en fait simplement ce WAN. On peut également répartir les contrôleurs de domaine entre l'environnement sur site et l'environnement Azure. Et puis on peut choisir également d'avoir uniquement des DC dans Azure. Donc là, le cas le plus typique, ce serait, c'est un cas un peu extrême, c'est de dire, voilà, j'ai une infrastructure sur site qui tourne sur quelques matériels. J'ai besoin de fermer mon data center ou ma grosse salle machine pour des raisons de coût, puis simplement parce que je veux me déplacer dans Azure et puis utiliser un mode d'investissement de type OPEX versus des CAPEX. Donc éviter de racheter du matériel et de devoir l'amortir. Et dans ce cas-là, on se dit, on va faire un lift and shift, on va prendre l'ensemble des machines, des VM et des workloads associés, puis les déplacer de l'environnement sur site jusqu'à Azure. Là, pour le coup, on ne fait que déplacer quelque chose qui fonctionne déjà, et on le déplace avec tout l'outillage qui est à l'intérieur, donc y compris les contrôleurs de domaine. Alors, point important, quand on parle de machines virtuelles dans Azure, il ne faut pas oublier que les machines virtuelles dans Azure sont paramétrées par défaut en DHCP. Donc c'est un DHCP dont le bail n'expire pas. Néanmoins, dans le cas des contrôleurs de domaine, même si on est en DHCP, et on n'aura pas le choix parce que les VM d'Azure sont par définition DHCP, il ne faut surtout pas jamais aller changer les paramètrages IP d'une VM dans l'OS de la VM. Et donc du coup, il faudra privilégier une affectation d'IP statique. Vous savez qu'on peut réserver une adresse IP interne pour une machine virtuelle dans un VNet. Donc il faudra mieux faire ça pour les contrôleurs de domaine Active Directory. Ensuite, la bonne pratique des data centers celle dans le cloud, ça c'est un petit peu, ça revient au point précédent. Historiquement, les plus anciens d'entre nous ont la tendance, et on les comprend par l'histoire, d'affecter des adresses en dur dans les paramétrages IP des OS. Et donc en gros, les DC dans une organisation sur site en général, les DC ont des adresses qui sont des adresses fixes. À la différence des stations de travail qui, elles, par contre, sont toujours en DHCP. Là, dans le monde du cloud, on n'a pas le choix, on doit être en DHCP. Là encore, comme on peut faire une réservation, globalement, c'est à peu près la même chose. Mais Windows marchera très bien, même en DHCP, même sur un contrôleur de domaine, à partir du moment où on affecte l'IP en statique. Partie résolution de nom, il va falloir utiliser le rôle DNS sur les contrôleurs de domaine qui sont dans Azure. Je rappelle que Azure DNS, ce qui est intégré de base dans un VNet, ça ne supporte pas mal d'enregistrements très spécifiques à la partie Active Directory. Je pense aux enregistrements de services, par exemple, les servers record. Donc il faudra utiliser pour la résolution de nom de passer par des contrôleurs de domaine ou des serveurs DNS Microsoft. Donc c'est un élément qui est fondamental. Vous savez que la plupart des problèmes d'un AD viennent entre autres d'une mauvaise résolution DNS. Les adresses IP statiques,
Donc non supporté. Alors non supporté ici, ce que je veux dire, c'est qu'il ne va pas falloir aller, là encore, dans l'OS de la machine, venir modifier les propriétés IP. On reste en DHCP. Ensuite, pour déployer une machine, une VM qui sera un contrôleur de domaine dans Azure, il faut savoir deux, trois choses. Déjà, le fait de capturer une image, de ressortir une image d'un DC existant, c'est pas supporté. Ça peut fonctionner, mais c'est pas supporté, donc sur le long terme, c'est pas une très très bonne idée. Donc on encourage la promotion d'une nouvelle machine. Donc vous installez une nouvelle machine, vous lui ajoutez les rôles et fonctionnalités pour faire Active Directory Domain Server. Et ensuite, eh bien, vous en faites la promotion, vous l'intégrez dans la forêt existante ou le domaine existant. Point important également, on ne sait pas faire d'upgrade d'OS, enfin, on ne supporte pas d'upgrade d'OS dans Azure. C'est-à-dire que si vous installez une nouvelle machine dans Azure, qui est, je ne sais pas, un Windows Server 2012 R2, vous n'avez pas la capacité après, de manière supportée, de dire bah, plus tard, cette machine, je l'upgraderai, elle passera en serveur 2019. Donc, si on veut passer après en 2019, il faudra installer une nouvelle machine Windows Server 2019, installer les composants pour l'Active Directory, faire une promotion et puis faire une dépromotion de l'ancienne version. Dans Azure, on virtualise le DC, c'est une machine virtuelle par définition, donc attention, il y a quelques précautions à faire pour éviter les USN rollback. Et puis point assez important qui est malheureusement souvent oublié, c'est assez bien écrit d'ailleurs dans les fiches de support, mais il faut repenser à le chercher, à se poser la question. On ne doit pas avoir le sysvol ou la base AD sur le C2 point dans une VM Azure. Donc tout ce qui est sysvol, tout ce qui est base ntds.dit, ça doit être dans un disque de type données. Donc, ce sera un disque supplémentaire que vous allez attacher à votre VM. Et sur ce disque, vous désactiverez le cache. Pour éviter des phénomènes où des écritures sont faites sur l'annuaire, c'est dans le cache, il y a un arrêt brutal de l'hyperviseur ou une panne quelque part, histoire de ne pas perdre de données. Voilà. Donc ça c'est très important. Donc dans les assistants de promotion ou dans les fichiers unattended pour la partie promotion, bien penser à ne pas laisser le sysvol, les logs et puis toute la base toute la base Active Directory, donc le ntds.init, non pas sur ces deux points, qui est l'endroit par défaut, mais sur probablement E2 points. Le D étant un disque volatile et temporaire, donc on ne met pas de choses sur D non plus. Alors, si le besoin se fait sentir du coup de faire un environnement qui soit hybride, c'est-à-dire avec des contrôleurs de domaine sur site et des contrôleurs de domaine qui seront dans un VNet dans Azure, appuyez-vous sur les architectures de référence. Donc ça, c'est celle que j'ai extrait de la documentation officielle de Microsoft. On peut télécharger d'ailleurs le Visio, si on veut le réadapter avec ses noms à lui. J'ai mis le lien dans la suite de l'article pour ceux que ça intéresse. Mais ça, typiquement, c'est une architecture de référence pour faire de l'Active Directory en mode hybride, avec une partie sur site et une partie dans Azure. Donc là, on a vu finalement comment étendre ou porter des choses qu'on avait déjà dans le data center et les amener dans le cloud. Alors je les amène dans le cloud de manière assez simple, lift and shift, j'ai déplacé et globalement je continue à parler un vocabulaire, ou mes applications qui utilisent ces contrôleurs de domaine continuent à parler un vocabulaire, un langage d'identification qui est du monde du data center, Kerberos, NTLM, LDAP, LDAPS. Néanmoins, la tendance aujourd'hui, c'est quand même de porter de plus en plus d'applications dans du natif, du cloud natif. Donc ce sont des applications qui vont tourner sur des infrastructures de type PaaS ou de type SaaS, Software as a Service. Et pour l'utilisateur, l'utilisateur il s'en moque un petit peu de savoir finalement où est son application, qu'elle soit hébergée localement dans le data center ou dans Azure ou ailleurs. Lui, il s'en moque un petit peu. La seule chose, c'est qu'il a envie de ne pas se poser la question en termes d'identifiant et de mot de passe. Quand il va se connecter à l'application, ça doit être le plus transparent pour lui. Il doit vraiment avoir cette sensation d'expérience d'utilisateur unique, le single sign-on. Donc il va falloir éviter d'avoir une double gestion d'identité et se dire on ne va pas avoir son login et son mot de passe pour les applications qui sont des applications de type data center, qui vont utiliser l'authentification Active Directory, et puis d'avoir pour les autres applications web d'autres logins, d'autres mots de passe. Si on commence à avoir plusieurs identités, plusieurs mots de passe, c'est en général souvent le début de la fin.
Donc on va essayer de lui éviter cette double ou cette triple ou cette quadruple gestion des identités. On va essayer de s'appuyer sur la base de données existante qu'on a dans l'organisation, et le plus souvent c'est Active Directory, hein. Et donc il va falloir mettre en place des mécanismes de synchronisation d'annuaires et ou de fédération d'identités. Donc avant de parler directement de ces mécanismes, faisons déjà un petit rappel de ce que c'est qu'Azure Active Directory. C'est une solution complète qui va permettre de gérer des identités et des accès, donc de l'IAM, Identity and Access Management, sous la forme de services. Donc l'Azure Active Directory est un service dit managé, hein. Donc on n'a pas à gérer l'infrastructure, c'est-à-dire le matériel, les OS, le réseau qui est sous-jacent, ça marche par défaut. Et donc ça va combiner Azure Active Directory, on va dire des services d'annuaire, une gouvernance d'identité, et puis une gestion finalement après aux applications cloud. Bien entendu, comme tous les autres services dans Azure, tout est disponible sous la forme d'API et on fournit également des SDK pour que les développeurs puissent venir connecter leurs solutions, voire directement piloter l'Azure Active Directory depuis leur logiciel. Donc c'est vraiment le service de gestion des identités des services Microsoft Online. Alors, les services Microsoft Online, ils sont finalement pour l'entreprise assez larges, hein. Tout ce qui est Office 365, que ce soit Exchange, SharePoint, Teams, Yammer, enfin toute la série complète des services fournis dans Office 365 appuie son authentification sur la partie Azure Active Directory. Les solutions également de business, donc de tout ce qui est Dynamics 365, là encore ça s'appuie sur la même identité. Le portail Intune pour la partie Mobile Device Management et Mobile Application Management, là encore ça s'appuie dessus. Le portail MyApps, Power BI, et la liste est longue. On pourrait même amener ça jusqu'à Windows 10, parce que Windows 10 aujourd'hui on peut se loguer sur un Windows 10 directement avec ses identifiants Azure Active Directory. Donc l'Azure Active Directory, au-delà de servir de service d'identité pour les services de Microsoft, va pouvoir également permettre l'intégration aujourd'hui de un peu plus de 3200 applications SaaS web, on va dire au sens large. Donc l'idée effectivement, c'est pas à chaque fois qu'on va consommer un service as a service ou une solution web qui est externe à l'organisation, de devoir avoir un nouveau login, un nouveau mot de passe. Là encore, l'idée étant que l'utilisateur a un seul login, un seul mot de passe, une seule identité d'organisation, et qu'on s'en serve dans toutes les applications, y compris les applications qui ne sont pas des applications de Microsoft et qui ne sont pas des applications internes à l'entreprise. Donc, début octobre, à la date d'aujourd'hui, on était à 3240 applications catégorisées qui sont intégrables avec l'Azure Active Directory. Donc, en termes d'applications, ce qu'il faut voir qu'on va intégrer l'Azure Active Directory, il y a les applications effectivement qui sont disponibles dans cette galerie Marketplace, donc là 3240, et puis également on peut venir mettre ses propres applications. On peut développer son application avec des protocoles cloud natifs, donc on va parler d'Oath, de SAML, d'OpenID Connect, donc de protocoles vraiment du monde du web, d'authentification. Et donc on va pouvoir également développer ses propres applications et venir les raccorder en termes d'authentification directement par rapport à Azure Active Directory. Et du coup on se détache un petit peu du vocabulaire et du langage du data center. Donc historiquement on aurait fait une application compatible Active Directory, désormais on va plutôt faire des applications compatibles Azure Active Directory. Donc il faut savoir qu'un Azure Active Directory, en fait, tout le monde en a un dès qu'on a le moindre service en fait de chez Microsoft. Donc si vous avez déjà aujourd'hui de l'Office 365, c'est-à-dire que vous avez déjà en fait un Azure Active Directory qui est en background derrière. Si vous utilisez la suite EMS, Enterprise Management Suite, là encore, on a déjà de l'Azure Active Directory. En fait, le terme exact, l'autre nom d'Azure Active Directory, c'est ce qu'on appelle le tenant. Donc quand on vous dit vous avez un tenant Office 365, c'est un abus de langage. On devrait dire, si on est très strict, vous avez un tenant égal, vous avez un Azure Active Directory, et dans ce tenant, vous avez raccordé un abonnement Office 365. De la même façon, on pourrait raccorder un abonnement Dynamics, un abonnement Azure, etc. Donc tous les services ne sont que des abonnements qu'on vient greffer sur un ensemble qui représente l'organisation et qui s'appelle le tenant.
Donc ce tenant, en fait, alors le nom est un peu trompeur parce qu'il s'appelle Azure Active Directory. Donc effectivement, il est pilotable depuis la console d'Azure. On va voir qu'on peut le piloter depuis d'autres consoles. Mais effectivement, on a tendance à penser qu'il faut avoir un abonnement Azure pour créer un tenant, ce qui n'est pas tout à fait le cas en fait. D'abord, on crée en général le tenant et après, on vient greffer les abonnements Azure. Donc si vous avez déjà un abonnement Azure Active Directory, parce que vous avez déjà par exemple un Office ou un iTunes, un Dynamics ou un Azure, eh bien vous pouvez tout à fait dire je vais maintenant mettre un nouvel abonnement Azure ou un nouvel abonnement Office 365 ou un nouvel abonnement Intune et venir le raccorder à ce tenant, à cet Azure Active Directory existant. Quelques chiffres sur l'Azure Active Directory, donc ce sont des chiffres qui datent de juin 2019, qui ont été publiés par Alex Simons, qui est un des chefs produits d'Azure Active Directory, et donc il l'a tweeté à l'époque, mais qu'il l'utilise également dans ses conférences. Donc en juin 2019, on avait 21 millions d'organisations qui utilisaient Azure Active Directory. Ça représentait 1,2 milliard d'identités. On avait l'intégration de tierces parties, à peu près 1 million de tierces parties d'applications qui étaient raccordées à des tenants Azure Active Directory. Et tous les jours, ça représentait 8 milliards d'authentifications. Sur les Fortune 500, donc les 500 sociétés les plus grosses dans le monde, 95% utilisent Azure Active Directory. Alors, quand on est sur des approches PaaS et SaaS en mode hybride, on va avoir plusieurs approches en termes d'authentification. Donc en termes d'identité, où est-ce qu'on met ces identités? Donc si on est une petite organisation, évidemment qu'on n'a pas, soit qu'on a commencé sans serveur sur site directement dans le cloud, ou qu'on est une petite structure type PME, PMI, qu'on ne veut pas avoir à garder à demeure des serveurs, on peut se dire je vais mettre toutes mes identités désormais dans l'Azure Active Directory. Donc c'est bien pour les petites organisations, il n'y a pas d'intégration du coup avec un existant sur site et vos identités n'existent qu'à un seul endroit, c'est-à-dire dans le cloud. Donc en gros, vous allez utiliser les outils des consoles et créer vos utilisateurs et ils seront hébergés dans notre système d'identité. La plupart du temps, les organisations arrivent avec un existant, un héritage, et puis ce qu'elles veulent, c'est du coup commencer à consommer des solutions de cloud sans avoir à recréer des nouvelles identités. Donc du coup, il faut mettre en place des mécanismes de synchronisation d'annuaires. Et donc en gros dire là j'ai un Active Directory qui est sur site dans mon data center ou dans ma salle machine et j'ai envie de répliquer les utilisateurs directement vers l'Azure Active Directory et ne pas avoir à gérer une double gestion avec des comptes différents et des mots de passe différents. Donc là, dans ce mode, on va souvent se mettre en synchronisation, je dirais totale, y compris la synchronisation des mots de passe. Alors, c'est un abus de langage, en fait, on synchronise des condensés de mots de passe, donc il y a une double opération cryptographique non réversible. Donc on n'envoie pas techniquement les mots de passe dans Azure Active Directory, mais un condensé, un hash d'un hash. Autre option, pour les organisations elles qui disent non, moi je ne veux pas envoyer si c'est un condensé de hash, enfin un condensé de mots de passe, je ne veux pas envoyer ce genre de choses à l'extérieur de mon organisation et je veux que quand les gens se connectent à un service de cloud, Office 365 ou n'importe quoi, quand ils s'authentifient, je veux qu'ils viennent s'authentifier dans mon data center ou dans mon système. Dans ce cas-là, ils vont mettre en place en fait toujours une synchronisation d'annuaire en termes d'objets d'identité. Et puis ils vont mettre à côté de ça un mécanisme qu'on appelle de la fédération d'identité. Et donc en gros, ils vont gérer leur propre serveur de login en gros au service de cloud. Donc on retrouve l'administration d'Azure Active Directory dans la console d'Azure. Donc si vous allez sur le portail portal.azure.com, vous aurez une zone Azure Active Directory où vous verrez donc les informations liées à un Azure Active Directory. A noter, c'est qu'il existe une autre URL que je mettrai également dans les liens de cette vidéo qui permet d'avoir que un portail web qui est que dédié à Azure Active Directory. Donc ce sera la même chose, sauf qu'on n'aura pas tous les autres éléments liés à la partie abonnement Azure. Donc directement depuis ce portail, en fait, on va retrouver des choses tout à fait classiques quand on gère un annuaire, la gestion des utilisateurs, la gestion des groupes. Ensuite, on va parler des applications intégrées, des périphériques intégrés, des licences bien entendu. On va parler d'Azure AD Connect, on va le voir tout à l'heure pour la partie liaison et synchronisation. Et puis on a également des détails qui disent par exemple quel est votre rôle. Ici on voit que je suis Global Admin. Donc le Global Admin dans l'Azure Active Directory ou dans le tenant,
c'est le super admin, c'est l'équivalent d'un enterprise admin quand on est dans l'Active Directory sur site. J'ai ici quelques informations, bon, il n'y a pas beaucoup d'authentification, mais sur le nom de personnes qui se sont authentifiées. Je vois également le nom de mon annuaire. Donc un annuaire Azure Active Directory se termine toujours par onmicrosoft.com. Donc ça, c'est un nom qui existe par défaut, donc un nom de domaine qui existe par défaut, qui sera utilisé par défaut. Vous pourrez après utiliser des custom domain names et venir avec vos propres noms DNS, bien entendu. Donc visuellement, on va retrouver, si on liste les utilisateurs, on va revoir les utilisateurs. Et là, vous remarquerez ici sur la colonne source qui est à droite, qu'on a des utilisateurs qui sont sourcés comme étant Azure Active Directory et d'autres qui sont sourcés comme étant Windows Server AD. Donc là, typiquement, j'ai deux types d'utilisateurs. Le premier qui s'appelle Azure Active Directory, c'est un utilisateur 100% cloud. Il n'existe que dans la partie Azure Active Directory. Et celui qui s'appelle Windows Server AD, c'est un utilisateur qui a été synchronisé par rapport à un Active Directory sur site avec des outils qu'on va voir juste après. Ça, c'est la vue depuis la console Azure de management. Mais si on est administrateur de Microsoft 365, eh bien, quand on va sur la partie utilisateur dans la partie Admin Center, on va retrouver exactement les mêmes utilisateurs. Alors là, c'est présenté d'une manière un peu différente parce que c'est axé par rapport au service Microsoft 365. Mais ici derrière, on parle bien de la même source d'identité qui est l'Azure Active Directory. Donc c'est juste une visualisation différente. Ici, on fait apparaître notamment la partie licensing, quelles licences ont ces différents utilisateurs, mais on voit exactement, c'est juste la vue qui est différente. Techniquement, c'est exactement les mêmes utilisateurs. Alors les chiffres ici sont un peu vieux parce qu'ils ont à peu près 2 ans maintenant, mais ça vous donne quand même une idée sur la tendance. Ce qui est intéressant ici, c'était la proportion en gros de personnes utilisant un outil qui s'appelle Azure AD Connect, qu'on va voir juste après, qui est vraiment l'outil permettant de synchroniser une identité sur site dans l'Active Directory à destination du service de cloud Azure Active Directory. Donc on était à plus de 90% de l'utilisation de l'outil Azure AD Connect, et à cela il fallait rajouter 7,6% qui étaient les anciennes versions avant, qui s'appelait DearSync notamment. Donc c'était là encore le bout de camembert en orange, c'est le produit Microsoft. Et FIM-MIM, c'est également des produits de Microsoft. C'était X4Front Identity Management ou Microsoft Identity Management. Donc globalement, presque 100% des utilisateurs qui font de la synchronisation de leur Active Directory à destination de Azure utilisent un produit qui est gratuit, qui s'appelle Azure AD Connect, qu'on va voir juste après. Donc sachez qu'il existe potentiellement d'autres petits produits, mais on veut vraiment les considérer comme étant exotiques, parce que la majorité des organisations, la très très grande majorité, pour ne pas dire tout le monde, utilise Azure AD Connect pour faire cette fameuse synchronisation. Donc il faut voir donc l'identité publique, donc Azure Active Directory, comme un point de contrôle. D'un côté, on va avoir dans le monde du cloud des applications, alors des applications de Microsoft, des applications non Microsoft, mais qui sont dans du cloud au sens large. De l'autre côté, on va avoir l'Active Directory tel qu'il existe aujourd'hui dans les data centers. Potentiellement d'autres annuaires, on pourrait encore trouver dans certaines organisations des annuaires LDAP par exemple, ou des bases de données qui servent de référentiel d'identité. Et puis au milieu de tout ça, finalement, on a l'utilisateur qui désormais se connecte à ces applications depuis plusieurs types de périphériques. Généralement, ce sera son PC ou son Mac, mais ça peut être également, et c'est très souvent le cas maintenant, le téléphone et puis également la tablette. Donc du coup, l'Active Directory, le Microsoft Azure Active Directory, va se placer finalement un petit peu comme le point de contrôle central à tout ce monde-là. Première chose, c'est qu'on va mettre en place donc, des mécanismes de synchronisation entre l'identité existante sur site dans l'Active Directory, voire d'autres annuaires, à destination de l'Azure Active Directory. Les applications, elles, cloud, elles ne parlent pas le langage data center, donc elles ne savent pas parler en direct avec un Active Directory qui lui parle Kerberos, NTLM, LDAP, LDAPS. Les applications cloud web vont plutôt parler effectivement Hot, SAML, OpenID, et donc du coup elles ont besoin de parler à quelqu'un qui parle leur langage. Et donc Microsoft Azure Active Directory parle justement ce langage.
Et puis les utilisateurs vont simplement avoir à se signer auprès du service cloud Azure Active Directory pour pouvoir en fait récupérer un jeton qu'ils vont présenter aux applications pour pouvoir les utiliser. Donc là les chiffres sont un peu vieux. Juste ce qui est intéressant, là c'est en octobre 2017, donc là pour le coup on était il y a 2 ans, mais globalement on avait à peu près 46% des authentifications qui se faisaient par de la fédération. Et puis on va dire 46%, 25 et 21 qui passaient par l'authentification avec des mots de passe synchronisés ou 100% cloud dans Azure. Les chiffres, vous avez vu, ont un peu évolué en termes de nombre d'utilisateurs, même beaucoup évolué en 2 ans. Mais globalement, il y a 3 grandes familles aujourd'hui, donc c'est soit utilisation des mots de passe synchronisés, soit utilisation de la fédération d'identité, soit utilisation d'un troisième mode qu'on va voir juste après. Donc quand on a intégré avec l'Active Directory sur site, on met en place la synchronisation des identités avec ou sans synchronisation et réplication des condensés du mot de passe. Donc l'outil utilisé, je l'ai dit tout à l'heure, c'est Azure AD Connect. Donc on ne peut pas éviter cet outil, ou alors c'est vraiment c'est vouloir faire quelque chose de très exotique. Il supporte, à la différence des générations très antérieures d'outils de synchronisation, il supporte également les synchronisations d'environnements multiforés. On a fait ça simplement parce qu'on a plein d'organisations qui, quand elles sont un petit peu grosses, se sont retrouvées avec plusieurs forêts Active Directory. Et puis à un moment, on essaie de reconsolider tout ça dans un seul référentiel d'identité public, Azure Active Directory. Et du coup, c'est quand même pratique de pouvoir le faire. Ne parlons pas également de toutes les organisations qui rachètent d'autres organisations et du coup qui vont hériter des systèmes déjà en place et donc des forêts déjà établies dans l'organisation qui a été rachetée. Donc cet outil est, comme je le disais, gratuit. Il s'installe sur un Windows Server plutôt membre d'un domaine. On l'installe en passant un assistant qu'on va voir juste après. Et globalement, on va voir il offre pas mal de scénarios. Donc on lance l'assistant. J'ai mis là encore le lien pour télécharger l'outil dans l'article. Donc ici, il va me proposer de base, il me dit soit on prend les paramétrages express. Donc là, c'est très rapide. On dit prends les paramétrages express et puis vas-y, fais tout seul. Donc si on le laisse faire, il prendra en fait la forêt actuelle sur laquelle cette machine est membre. Il configurera la synchronisation du hash du mot de passe de l'AD sur site vers Azure AD. Il va démarrer une synchronisation initiale, synchroniser l'ensemble des attributs, et puis il va se paramétrer en auto-upgrade. Azure AD Connect en fait évolue à la vitesse où évoluent nos services de cloud. Donc il faut le mettre à jour de manière assez régulière. Historiquement, c'était à l'administrateur de vérifier qu'il n'y a pas de nouvelle version et puis d'aller faire ses mises à jour. Désormais, en fait, le produit est capable de se mettre à jour tout seul, ce qui est pas plus mal. Alors, comme souvent, quand on veut voir un petit peu les différentes options disponibles, on ne va pas prendre la version express, on va aller sur Customize. Et là, on va voir un petit peu ce qu'il nous propose. Donc, il propose déjà de changer, de customiser le chemin d'installation, d'utiliser à la place de la base de données locale un serveur SQL, ça c'est possible, ou d'utiliser un compte de service préexistant ou des groupes de synchronisation particuliers. Ensuite, quand on va cliquer sur Install, il va se débrouiller tout seul pour aller chercher l'ensemble des prérequis. Donc là, par exemple, il a besoin du Visual C++ 2013 redistribuable. Il va aller le télécharger et l'installer comme un grand. Donc c'est grandement facilité. Une fois que c'est fait, il va falloir, là c'est une phase importante, choisir quelle est la méthode d'authentification qu'on va vouloir utiliser. Est-ce qu'on va utiliser la méthode d'authentification basée sur les mots de passe et du coup avec la synchronisation des hashes des mots de passe? Est-ce qu'on va vouloir faire du pass-through authentication, j'en parlais tout à l'heure, de la fédération d'identité, ou alors de la fédération avec Ping Federate, qui est une solution tierce sur le marché, mais assez connue. Une fois qu'on a fait son choix, donc là je vais prendre l'option simple qui est le pass hash synchronization, on va donner des identifiants de type global admin sur la partie Azure Active Directory. Donc là ce sera, je sais pas, votre admin at votre nom d'organisation.microsoft.com, le mot de passe. Donc là ici c'était le mien. Il va se connecter du coup au service Microsoft Online pour vérifier effectivement que ces informations sont bonnes. Si c'est le cas, il va ensuite dire ok, j'ai établi la première connexion qui est à destination du cloud, donc de l'Azure Active Directory. Maintenant, localement sur site, quel annuaire tu veux synchroniser, quelle forêt.
Donc là, en fait, il va analyser par rapport à l'appartenance de votre machine, à quel domaine et forêt elle appartient. Donc là, il a vu que cette machine était dans ma forêt adinazure.net. Donc là, on clique sur Add Directory. Et là, en fait, il dit, bah là, j'ai besoin d'un compte sur l'Active Directory pour régulièrement faire les synchronisations. Alors, on a souvent tendance à taper dans ce genre de choses. Enfin, historiquement, on donnait un login et un mot de passe d'un administrateur, ce qui est mal. Donc ici, désormais, on a l'option, il va vous demander un compte d'entreprise admin, normal, parce qu'il faut quand même des privilèges assez élevés. Mais à partir de là, il va derrière vous créer un nouveau compte spécifique, un compte de service. On peut également réutiliser un compte de service existant qui a les privilèges nécessaires pour faire les opérations. Donc là, il m'a coché en vert parce qu'il a vérifié effectivement qu'avec l'information que j'ai donnée, j'étais bien admin, il a pu faire ces opérations qu'il voulait. Donc sur cette Active Directory, c'est bon. Je pourrais là, à tout moment, venir dans la partie forest et taper d'autres noms de forêt internes et les rajouter, et du coup, il prendrait l'ensemble. Ensuite, il va associer derrière les noms pour les UPN. C'est qu'on peut se loguer avec un UPN sur Windows, mais du coup sur Windows Azure Active Directory également. Donc en gros, un email. Donc là, dans les UPN, j'ai des UPN qui ont été vérifiés au préalable. Je peux en avoir plusieurs, et là du coup on va dire je vais choisir sur site quel attribut je vais utiliser pour que cet attribut devienne en fait mon user Azure AD. Donc en gros il va reprendre par exemple ici mon user principal name, et puis du coup il va le matcher avec l'utilisateur Active Directory. Donc votre nom votre organisation.com.net, ce sera ce que vous allez en général utiliser pour la partie réplication, histoire d'avoir les mêmes noms internes et externes. On peut choisir de ne pas répliquer l'ensemble de l'Active Directory. Donc en fonction de l'organisation que vous avez fait en termes d'unité organisationnelle, si vous avez par exemple des unités organisationnelles qui concernent des applications internes ou des utilisateurs qui n'ont rien à voir avec la partie cloud, vous pouvez tout à fait décocher certaines OU ou certains containers qui existent déjà en fait built-in. Ensuite, il y a le choix de comment identifier de manière unique les identifiants. Donc là, c'est principalement, ces options-là sont principalement utilisées quand on commence à avoir en fait plusieurs annuaires ou plusieurs forêts, et que potentiellement à la fin on puisse se retrouver avec des doublons parce qu'on a plusieurs Martin Dupont. Et bon, du coup, il va falloir un moyen de les différencier. Donc là, on peut les différencier via différents attributs. Et là, c'est à vous de le choisir. Si vous ne faites rien, c'est Azure qui va se débrouiller pour faire ça. On peut choisir, quand on déclenche l'assistant, soit de faire une synchronisation de tous les utilisateurs et de tous les devices. On peut également choisir juste un groupe particulier. Ça, c'est souvent utilisé quand on veut faire en fait un premier test de pilote. On se dit, bon ben, ok, on va tester la synchro, mais on va pas balancer. J'ai un gros annuaire sur site. Donc on peut tester avec un groupe pilote. Et puis ensuite, on va choisir différentes options en fonction de ses besoins. Donc si on est sur une architecture Exchange hybride ou avec des public folders, donc là, c'est quoi une architecture Exchange hybride? C'est une architecture où on a une partie des utilisateurs qui sont encore sur Exchange localement dans le data center et une partie qui est sur Office 365. Et il faut bien que les deux aient la même adresse globale, que les deux puissent communiquer, etc. Donc on aura besoin de ces options-là. Je ne vais pas entrer dans le détail, déjà parce que je ne suis pas un spécialiste des architectures Exchange hybrides. Mais bon, pour le coup, c'est un sujet qui est assez maîtrisé depuis une dizaine d'années par beaucoup de partenaires Microsoft. Si vous avez ces besoins-là, passez par un spécialiste. Il y en a plein qui connaissent très bien ces sujets. On va pouvoir choisir ou pas ici d'activer la synchronisation du condensé de mot de passe, donc le password hash. On a également ici la possibilité d'activer le password writeback, pour peu qu'on ait le droit de le faire en termes de licensing. Donc le password writeback vous permet de dire, ok, quand un utilisateur va réinitialiser ou changer son mot de passe directement dans l'Azure Active Directory à travers d'interfaces en libre service qu'on verra tout à l'heure, eh bien je veux que ce changement de mot de passe soit répercuté vers le data center. Donc en gros, quand on parle de synchronisation, on imagine souvent que c'est simplement unidirectionnel du data center vers le cloud. En fait non, quand on va faire du write back, ce sera la situation inverse. Ce sera des choses qui seront modifiées en premier dans le cloud, et ces modifications sont répercutées après dans l'Active Directory local. Dès que vous voyez write back, c'est une réécriture d'Azure AD
vers l'Active Directory sur site. Donc on peut faire ça avec des groupes, on peut le faire également avec des devices. Une fois qu'on a terminé, donc il vérifie tous les composants installés, et puis il vous dit dès qu'on aura tout installé, on lancera la synchronisation. A noter ici qu'il y a une case qui s'appelle le Enable Staging Mode. On ne peut pas avoir une ferme ou un cluster de serveurs qui vont faire Azure AD Connect. Il ne peut y avoir qu'une seule machine, mais on peut avoir une deuxième machine à côté qui est en mode staging, c'est-à-dire qu'elle va faire les mêmes modifications, mais qu'elle ne va pas les envoyer à destination du cloud. Donc elle est là au cas où, si la première a un problème, on sort la staging et on met la staging en production. Donc ça prend un petit peu de temps, le temps qu'il fasse toutes ces opérations. À l'issue, vous avez un petit résumé qui vous dit voilà, ça s'est bien passé. Donc il peut y avoir potentiellement des petites zones en orange qui vous dit alors l'orange c'est pas grave, c'est un warning. Là on vous dit par exemple la corbeille Active Directory n'est pas activée sur votre forêt et c'est assez recommandé. Oui, on peut comprendre effectivement que tant qu'à faire, autant proposer quelques conseils dans cet assistant. Là on me dit qu'il y a une erreur pour enregistrer mon service à Deconnect Elf Agent. Bon, je suis retourné après, et finalement il s'est enregistré, il y avait un petit problème de timeout dans cette capture d'écran. Donc voilà, une fois que ça s'est mis en place, dans la partie ici à droite, vous allez voir une zone qui s'appelle Azure AD Connect Sync, et vous avez donc le statut. Donc là actuellement c'est activé, parce que mon AD Connect fonctionne, et la dernière synchronisation a eu lieu il y a moins d'1 heure. Du coup, sur la partie gauche ici, dans les menus avec toutes les options liées à l'Active Directory, l'Azure Active Directory, on va pouvoir aller sur la partie Azure AD Connect. Et là, on a un détail, là on est vraiment dans la zone spécifique Azure AD Connect, et donc on voit effectivement quelles sont les types d'authentification qui ont été activés. Et puis également, chose intéressante, il y a la partie Elf Analytics qu'on va aller voir juste après, très très intéressante pour la partie Azure AD Connect. Alors, si par hasard on a lancé une première fois l'assistant, il a fait sa synchronisation, puis on s'est dit non en fait j'ai oublié une option, ou finalement c'est pas comme ça que j'aurais dû le paramétrer, on peut donc on a une icône sur le bureau qui était installé, mais on peut relancer en fait l'outil. Donc quand on va relancer l'outil, en fait, il va vous dire tu es en train de lancer l'outil, alors ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en stand-by la synchronisation, le temps qu'on termine de faire le paramétrage. Vous allez ensuite sur Configure, et là vous pouvez retourner dans toutes les différentes étapes qu'on a pu voir tout à l'heure, aller faire les modifications dont vous avez besoin. Donc vous pouvez également revoir votre configuration, vous allez sur la partie View Current Configuration, et là vous avez le détail avec l'ID de votre Azure Active Directory, son nom, quels sont les comptes qui sont utilisés, est-ce que vous avez activé ou pas le write-back, etc. Vous avez également une zone de troubleshooting, donc si à un moment l'outil vous remonte du rouge ou de l'orange dans les consoles, et le mieux c'est de relancer cet outil, d'aller dans la partie troubleshooting et ensuite de suivre tout ça. Donc le troubleshooting va vous ouvrir quoi? Va vous ouvrir en fait un commande prompt PowerShell en administrateur avec un outil de debugging spécifique derrière. Et là vous avez en fonction de vos problèmes, vous faites le choix qui vous intéresse. C'est probablement d'ailleurs l'outil qui vous sera, que le support vous demandera d'exécuter si à un moment vous avez un souci et que vous ouvrez un appel auprès du support Microsoft. Si on choisit de faire de la synchronisation avec du single sign-on, donc de faire de la fédération d'identité, eh bien, il faut savoir qu'on sera sur un mode où on n'aura pas besoin de synchroniser les condensés de mots de passe. On peut le faire, mais ce n'est pas nécessaire. Et donc, on va authentifier les utilisateurs auprès de ce qu'on appelle un STS, un Secure Token Server, qui sera en fait un serveur ADFS que vous allez gérer, alors soit directement dans vos data centers, et donc il faudra les exposer sur Internet, soit vous pouvez également faire des VM dans Azure. En général, le choix est souvent de reprendre une infrastructure existante qui est déjà sur site. Donc la différence par rapport à l'approche synchronisation du mot de passe, c'est que là, ça va faire appel du coup à d'autres composants. Donc on a toujours le service de synchronisation qui est fait avec Azure AD Connect, et puis on va avoir d'autres serveurs installés qui sont des serveurs ADFS, donc Active Directory Federation Server. Donc il y en aura au moins un qui est nécessaire, qui est le serveur STS, le Secure Token Server. Donc c'est le serveur sur lequel l'utilisateur qui se connecte à une application cloud est redirigé automatiquement pour la partie login sur ce serveur-là qui va lui présenter une interface de type d'authentification avec la saisie de login, mot de passe, voire des choses additionnelles. Mais ce serveur, en fait, sera vraiment un serveur géré par vous en tant que client.
Alors je dis ce serveur, je vais dire ce service on va mettre pour des raisons évidentes de tolérance de panne et de montée en charge, plusieurs serveurs sous la forme de fermes. Donc en général, on aura souvent des fermes de serveurs STS derrière, donc on aura du load balancer devant. Donc c'est une option qui est recommandée pour les organisations qui ont de l'AD, qui veulent du single sign-on, qui veulent donc baser sur des jetons de sécurité. On va travailler ici avec des jetons SAML. Et l'intérêt, c'est qu'on peut également coupler le tout avec une authentification double facteur. Donc on peut réutiliser de l'Azure MFA. Si l'organisation sur place a déjà une solution à base de Quintapus ou de tokens X, Y ou Z, eh ben, elle peut l'utiliser également avec la partie fédération d'identité. Attention, la fédération d'identité, de par les protocoles utilisés, est faite plutôt pour les applications qui sont dans le navigateur, voire certains clients riches, quoique cette option est plutôt dans une phase descendante aujourd'hui. Donc ça fonctionne très bien pour les scénarios hybrides, type Office 365, Intune, Dynamics, et ça nécessite des serveurs dans les centres de données des organisations, donc en général sur site. On peut les mettre également sous la forme de VM dans Azure, mais du coup on peut se poser la question de si la problématique est de ne pas mettre les mots de passe ou les condensés de mots de passe chez un fournisseur de cloud. Si on met les VM là, du coup c'est pareil en fait, quelque part, je pense. Donc si on est sur site, on devra donc avoir des serveurs de fédération, donc ce seront les fameux serveurs STS. On peut également avoir des proxys ADFS, donc ça c'est important quand on va avoir plusieurs forêts derrière, plusieurs domaines. Donc il va falloir quelque part un système d'aiguillage qui va renvoyer vers les bons serveurs STS de chacun des Active Directory. Comme ce sont des services web, on peut mettre devant des reverse proxy, quels qu'ils soient. On a toujours besoin d'un serveur de synchronisation et on a besoin, bien entendu, de contrôle de domaine Active Directory derrière. Donc tout ça fait une infrastructure qui, si on veut vraiment qu'elle soit bien fonctionnelle, il faut qu'elle soit très redondée. Donc plusieurs contrôleurs de domaine, c'est assez classique, ça, il n'y a pas vraiment de souci. Mais du coup, il faudra penser à mettre plusieurs serveurs STS par Active Directory. Potentiellement, du coup, mettre un reverse proxy, donc en mettre au moins 2, pour tolérance de panne, et puis probablement, du coup, avoir des équipeurs de charge qui vont dispatcher le réseau dans les fermes de serveurs. Du coup, tous les clients qui ont déjà et qui ont mis en place de la fédération d'entités à une échelle réellement industrielle pour beaucoup d'utilisateurs, donc avec les contraintes de dispo du service, savent que à maintenir, ça fait quand même du travail, que c'est un peu plus compliqué à mettre en place que simplement faire une synchronisation de mot de passe. Donc du coup, il y a à peu près 1 an et demi, 2 ans maximum, on a activé un nouveau mode en fait d'authentification qu'on appelle le pass-through, qui prend un petit peu finalement je dirais presque un petit peu le meilleur des deux mondes, dans le sens où il ne nécessite pas de synchroniser ou de stocker des condensés de mots de passe dans l'Azure Active Directory. Donc en gros, l'organisation est toujours maître et c'est elle qui stocke ses secrets dans son système à elle. Alors il faut toujours synchroniser l'identité, ça vraiment il n'y a pas de gros débat là-dessus. Et donc en gros on va avoir à peu près les bénéfices de la fédération d'identité en termes de justement garder ses secrets localement, mais avec la simplicité de la synchronisation de mots de passe. Donc en gros c'est un petit peu le meilleur des deux mondes, ce qui explique aujourd'hui que globalement les parts de marché, enfin si on parlait des parts de marché en termes de catégorie de type d'authentification utilisée avec l'Azure Active Directory, aujourd'hui le password, l'AD Pass-Through Authentication est en train de bien grimper parce qu'elle apporte pas mal d'avantages par rapport simplement à la synchronisation de mots de passe. Et puis, elle n'a pas les inconvénients de la fédération d'identité. Donc on aura en fait l'utilisateur aura un formulaire Azure, donc il sera prompté comme l'utilisateur avec le mot de passe synchronisé a été prompté, donc la page de login d'Azure Active Directory. Sauf que en fait, les informations mises dans le formulaire sont redirigées directement au contrôleur de domaine Active Directory, ne passe pas par les services d'identité de Microsoft. Donc le tout en schéma, ça va donner quoi? Donc l'utilisateur vient se signer pour une application sur la partie Azure Active Directory, donc il va faire un formulaire dans lequel l'utilisateur va mettre ses logins mots de passe, et ces informations sont retransmises directement via un canal sécurisé, un serveur qu'on appelle le Pass-Through Authentication Agent, et ce serveur en fait prend la demande et la renvoie vers les contrôleurs de domaine Active Directory. Donc en fait, cet agent est souvent monté sur l'Azure AD Connect, on doit pas le monter ailleurs probablement également. Mais l'idée effectivement c'est de simplement, la page ici ne fait que retransmettre via un canal sécurisé un serveur local
les informations qui sont ensuite vérifiées sur le contrôleur de domaine Active Directory. Donc il y a toujours une synchronisation qui va avoir lieu, elle sera faite avec Azure AD Connect pour la partie objet, mais aucun stockage dans le cloud de la partie mot de passe ou condensé de mot de passe. Une autre fonction qui s'appelle également l'expérience SSO pour les utilisateurs d'entreprise, le Seamless SSO, c'est de se dire quand un poste il est joint à un domaine et qu'il est connecté sur les entreprises, quand il va se loguer sur des services de type cloud, Office 365 ou etc., il n'aura pas à se ressaisir le formulaire. Donc on fait fonctionner ça avec la synchronisation de mot de passe ou le pass-through. Mais là encore, c'est pour simplifier l'usage de l'utilisateur, c'est quand même le but au final, c'est que l'utilisateur est connecté localement et il est sur un PC qui est joint au domaine, donc ça c'est important, un PC joint au domaine, donc joint au domaine Active Directory. À partir du moment où il va se loguer sur, mettons, la page d'Azure ou la page Office 365, la connexion se fera de manière complètement automatisée, il n'aura pas à ressaisir ces informations dans un formulaire. Donc ça, c'est vraiment de l'expérience utilisateur. On pouvait faire à peu près une chose assez similaire sur la partie fédération d'identité, mais c'était beaucoup plus compliqué à mettre en œuvre. Donc si vous avez des PC d'entreprise Windows joints au domaine Active Directory, eh bien vous pourrez bénéficier de cette expérience-là si vous êtes en mode pass-through ou en mode synchronisation de mot de passe. Et c'est cette option-là qu'on coche en fait pour avoir cette fonctionnalité-là. Donc c'est bien précisé ici, Single Sign-On for your corporate desktop users, donc c'est-à-dire les utilisateurs qui sont sur un poste d'entreprise joint au domaine. Donc ça ne marche pas avec le PC ou le Mac personnel qui est amené dans l'entreprise. En résumé, 3 options principales pour utiliser Azure AD avec l'Active Directory sur site. Donc quoi qu'il arrive, on va utiliser de toute façon l'AD Connect pour faire la synchronisation des objets d'identité. Et ensuite, il y aura le choix de dire est-ce que je veux utiliser de la fédération d'identité parce que je ne souhaite pas synchroniser mes condensés de mots de passe à destination d'Azure, ou alors je veux prendre le pass-through qui nécessite un composant supplémentaire sur site pour récupérer l'authentification pass-through, ou est-ce que je fais simplement du Seamless SSO et je synchronise mes identités et mes condensés de mots de passe. Donc trois options, sachant que celle qui est actuellement en train de pas mal grimper, c'est le pass-through authentication. Alors, l'Azure Active Directory est gratuit de base, ce qui veut dire qu'il existe également des licences dites premium qui vont, comme leur nom l'indique, coûter de l'argent et apporter des choses en plus. Donc il y a 2 niveaux de premium, la P1, premium P1 ou premium P2. Et donc, qu'est-ce que ça va rajouter? Pas mal de choses finalement. On va pouvoir faire de la gestion de groupes en libre service dans les versions premium. On va avoir les fonctionnalités de write-back qui sont disponibles à partir des versions premium. Donc si on veut pouvoir dire les changements opérés sur Azure AD sont répercutés sur l'Active Directory local, il faut du premium. Si on veut de l'authentification multifacteur, donc utiliser un téléphone ou une application mobile pour pouvoir s'authentifier et avoir donc un deuxième facteur d'authentification, là encore c'est inclus dans la premium. Si on veut faire de l'accès conditionnel, on va parler tout à l'heure, c'est dans la premium. Si on veut surveiller l'état de santé des composants de son infrastructure pour la partie identité, c'est du premium. Donc en gros, dès que ça devient un petit peu sympa et cool, c'est du premium. Alors, pour voir la différence entre les deux, simplement dans le portail d'Azure, vous venez dans la zone License Feature, et là vous avez une liste en fait qui va vous dire, quand il y a écrit Yes, ça veut dire qu'il va falloir du Premium P1, et puis si vous avez écrit P2, c'est qu'il vous faut du P2, tout simplement. Du coup, pour gérer les licences, ça va se faire également par utilisateur dans l'Azure Active Directory. Donc vous allez mettre vos licences, tout ce que vous avez acheté, les déclarer dans l'Azure Active Directory. Et ensuite, une fois qu'elles sont déclarées là-dedans, vous allez les assigner. Et vous aurez donc un compteur qui vous dira, dans mon exemple ici, j'ai 100 licences Active Directory Premium P1, j'en ai déjà assigné des utilisateurs, donc j'ai 14 utilisateurs qui bénéficient des fonctionnalités Premium. Power BI, là il est gratuit, donc le nombre de licences est grand. Et puis là j'ai dans cet exemple juste une licence Office 365 pour développeurs, donc je l'ai assignée et donc j'en ai plus de disponible. Donc une des fonctions premium que je trouve très sympa, c'est la partie Azure AD Connect Health.
Donc ça permet en fait de surveiller les composants de santé qui sont utiles pour la partie authentification. Donc en gros, ça va surveiller que le serveur AD Connect fonctionne bien et réplique bien. Ça va vérifier que les contrôles de domaine Active Directory fonctionnent bien également. Si on a des serveurs ADFS, ça va vérifier que l'ensemble des composants ADFS, les proxys ADFS ou les serveurs STS, également sont bien opérationnels, que leurs certificats sont bien à jour, etc. Donc pour voir l'Azure AD Connect Elf, il suffit en fait d'aller dans la partie Azure AD Connect et puis de cliquer sur le dernier lien en bas qui s'appelle Azure AD Connect Elf. Et là, on arrive ici avec un petit quick start qui vous explique en gros ce qu'il y a dedans, les outils disponibles. Donc on peut installer le Azure AD Connect Elf sur des serveurs fédération, donc de la DFS, sur des serveurs AD Connect, et également sur des contrôleurs de domaine Active Directory, donc des serveurs ADDS. Donc ici, j'ai déjà fait l'opération, donc j'ai installé ici l'Azure AD Connect, enfin il s'est installé automatiquement quand j'ai fait l'installation d'Azure AD Connect. Et là, il me dit, bon, bah là, pour cet annuaire-là, pour le tenant Watstan on Microsoft.com, actuellement, il y a une alerte. Alors, si on va voir le détail, on voit ici qu'en fait, j'ai deux serveurs Azure AD Connect. J'en ai un qui est en bonne santé, l'autre qui n'est pas en bonne santé. Alors, ça s'explique en fait très simplement. C'est que avant de faire cette démonstration, j'avais un seul serveur de synchronisation qui était DearSync 02. Ce serveur, je l'ai arrêté. Je vous ai expliqué qu'on n'avait pas le droit d'avoir plusieurs AD Connect qui tournent en parallèle. Donc je l'ai arrêté. J'ai installé une nouvelle machine, j'ai installé un nouveau AD Connect, donc c'est le 2019. Et donc le message unhealthy, si on regarde le détail, en fait, il va dire il n'y a pas eu de synchronisation depuis X temps. Oui, effectivement, la machine elle est arrêtée. Donc là, le message est normal, mais du coup, c'est vraiment une sonde de surveillance. Si le serveur ne répond plus alors qu'on lui a installé quelque chose qui devait dire s'il y a un problème, alerte-moi. Donc le NLF ici est parce que la machine est arrêtée. Si j'ai dans le détail de cette machine, là, j'ai la date du dernier export qu'il a pu faire vers l'Azure AD, et puis je vois un petit peu les latences qu'il a eu dans les 24 dernières heures, et je vois que j'ai une alerte qui est active, et une qui a été résolue dans les dernières 24 heures. Alors, j'ai l'alerte dans le portail d'Azure, mais je pourrais avoir l'alerte également par email. Donc j'ai reçu également par email qui me dit là, il y a un service qui n'a pas envoyé de données depuis un certain temps. Donc là, ça fait plus de 2 heures que la dernière donnée est envoyée et c'est pas normal. Et donc là, on me dit allez voir ce qu'il y a. Et puis là encore, on peut dire si un serveur n'envoie plus de données pendant X temps, on le sort du système, on considère qu'il n'existe plus. Ce serveur Azure AD Connect, il est connecté avec mes contrôleurs de domaine qui sont en backstage derrière. Donc sur ces contrôleurs de domaine Active Directory, je vais installer les composants Azure AD Connect Elf Agent pour ADDS, donc Active Directory Domain Services. Donc c'est un composant à télécharger. Il fait l'install tout seul comme un grand. Quand ça se passe bien, qu'il a bien une connectivité au réseau, on finit avec l'enregistrement de l'agence s'est passé de bonne manière, donc ça marche. Et à partir de là, quelques minutes après, on va toujours dans la console d'Azure AD Connect Elf, aller dans la partie Active Directory Domain Service et voir ici, là on n'a pas d'alerte et pour l'instant on est sur un statut vert. Parfait. Si on va dans le détail, on voit pour le domaine qui nous intéresse, donc le domaine Active Directory, enfin la forêt Active Directory, ici qui est composée d'un seul domaine dans mon cas. Et donc là on voit effectivement que j'ai un domaine dans cette forêt avec 2 sites géographiques, qu'on n'a pas d'alerte, qu'on n'a pas de problème de réplication. Donc c'est bien parce qu'au passage, si vous avez des problèmes de réplication entre contrôleurs de domaine, vous allez voir en fait des messages d'erreur ici. Et puis si on clique sur le détail, on a également la liste des contrôleurs de domaine disponibles. Et vous avez également la répartition, donc vous voyez sur quel site Active Directory ils sont répartis. Et puis vous avez également la liste des FISMO rôles, donc savoir qui est le PDC Emulator, qui est l'infrastructure master, qui est le domaine name master, qui est le schéma master, etc. Donc là en l'occurrence j'avais tout mis sur USA DC01 ici, ce qui est d'ailleurs au passage pas forcément la meilleure pratique. Si on a des erreurs, il l'indique, et dans ce cas-là, après, on peut aller voir. Donc ça, c'était un petit peu plus tard, j'ai généré quelques erreurs, et donc on me dit là, il y a un DC qui a un problème. Et donc ici, je vois les alertes qui ont déjà été résolues, et je vois que j'ai une alerte qui me dit que mon KDC
quelque chose, il y a un problème sur IRLDC01. Donc si on va dans le détail, là je retourne sur ma console où j'avais mes 3 contrôleurs de domaine. Et je vois effectivement qu'il y en a un qui a un problème. On voit le détail, là il me dit en fait ici le service KDC, le Kerberos Key Distribution Center ne fonctionne pas, ne tourne pas. Alors je l'ai arrêté pour la démonstration. Et donc vous avez le problème qui est détaillé et puis le mode opératoire pour corriger le problème. Donc là ici il me propose de faire un NetStart KDC, ce qui devrait résoudre le problème. Bon, dans mon cas ici j'avais fait un disable, donc il faut d'abord que je réactive le service et ensuite que je le démarre. Là encore, comme tout à l'heure, on reçoit également ce type d'alerte directement par email. Et donc on retrouve après les mêmes informations qui vous disent pour quel tenant, quel service, quel serveur, quand, quel est le problème et comment le résoudre. Et une dernière chose, dans la partie Azure AD Connect, pour la partie contrôle de domaine, on a également le monitoring des connexions LDAP qui sont bien et des connexions Kerberos qui sont faites sur le contrôleur de domaine. Donc ça permet également d'avoir des tendances et de voir si une machine par exemple est un petit peu sous-dimensionnée ou qu'elle répond mal en fait aux requêtes. Donc là on était vraiment sur la partie encore dans le data center avec du contrôle de domaine Active Directory. Maintenant on va aller un peu plus dans le cloud, dans la partie cloud natif et applications web. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on a un Azure Active Directory et on va venir brancher sur cet Azure Active Directory des applications web ou SaaS pour faire en sorte que l'utilisateur, quand il se logue à telle ou telle application, il utilise toujours son identité Azure Active Directory, donc son identité d'entreprise. Donc dans la partie, dans le portail d'administration en fait, d'Azure, on va aller dans la partie entreprise application. Là on a une liste de celles qui sont déjà installées, mais on peut cliquer sur nouvelle application. Et là en fait il va nous proposer un choix. Est-ce que c'est une application que vous avez développée? Est-ce que c'est une application qui est sur site? Auquel cas on va fournir un service qui s'appelle Azure AD Application Proxy qui fait une sorte de AWS Proxy as a Service, ou alors des applications depuis la galerie. Donc il y a aujourd'hui 3245 applications disponibles, déjà référencées. Donc ils sont classés déjà par thème, business management, collaboration, construction, consumer, etc. Si vous savez le nom de votre application, vous pouvez déjà commencer à la taper dans la zone de recherche. Et normalement, il devrait vous faire apparaître celle que vous cherchez. Donc là, j'ai fait un exemple très simple. J'ai pris le service ServiceNow, une solution SaaS assez connue de ticketing sur le marché. Une fois que j'ai fait ça, je sélectionne mon service et là, il va me dire utiliser Azure Active Directory pour activer l'accès en fait au service ServiceNow. Donc, je vais donner un nom. Là, on voit qu'on sera sur un single sign-on basé sur du SAML. On a l'URL du service officiel, on clique sur Add, et ensuite on a tout le paramétrage qui va être lié à cette application. Donc là, après, il faut lire la documentation qui est fournie application par application. Vous avez toujours en général un document qui est fourni associé aux applications, mais globalement, sachez qu'on sait réutiliser les méthodes d'authentification classiques de type SAML par exemple. On peut également avoir des applications qui n'utilisent pas ces protocoles et qui attendent simplement un login et un mot de passe. On va prendre un exemple simple. J'ai fait ça avec le site d'Air France, par exemple, pour ma carte Flying Blue. Et le site d'Air France, ce que je voulais, c'était me signer, quand je suis logué avec mon Azure Active Directory, automatiquement, quand je clique dans mon portail, sur le lien Air France, ça m'authentifie. Donc là, en fait, dans ces cas-là, le système va simplement servir, l'Azure Active Directory va servir de coffre-fort de stockage et va rejouer en fait automatiquement le login mot de passe quand on arrivera sur le site web pour faire une pseudo-expérience de single sign. Du coup, ces applications qu'on a définies au préalable ici, on va les intégrer sous la forme d'icônes dans un portail utilisateur qui est accessible sur myapps.microsoft.com. On peut y accéder également à ce portail sur un équipement mobile, donc un équipement sur iOS ou un équipement sur Android, smartphone ou tablette. Et donc depuis ce portail, on va pouvoir effectivement directement cliquer sur les icônes et avoir cette expérience de single sign-on pour naviguer dans différentes applications SaaS ou web. On va pouvoir également depuis ce portail gérer son compte Azure Active Directory en tant qu'utilisateur. On va pouvoir réinitialiser son mot de passe pour peu que l'administrateur ait autorisé la fonctionnalité de self reset du mot de passe. Donc là, ça fonctionne un petit peu comme aujourd'hui,
On sait le faire dans toutes les plateformes web du monde de type consumer, hein. Quand vous êtes sur Facebook et que vous perdez votre mot de passe, vous avez toujours un bouton qui dit vous avez perdu votre mot de passe, et puis on vous demande une liste de questions sur la couleur de votre chien, le nom de votre tante, etc. Et puis en répondant à ces questions, et bien en gros vous arrivez à déverrouiller et à réinitialiser votre mot de passe. Bah, l'idée c'est à peu près la même chose ici avec ce portail utilisateur. Le portail utilisateur permet également de faire le changement de mot de passe, tout simplement, pas le réinitialiser mais venir le changer. Et là, si on activait les write-back, du coup, on répercutera sur l'Active Directory sur site le changement de mot de passe. L'utilisateur peut également changer des attributs, il peut gérer des groupes également. Donc la fenêtre d'authentification des services Azure Active Directory, quand on est en mode basique, on n'a pas le choix, c'est la manière de logon officielle Microsoft Online. Dès qu'on est en mode premium, on a la capacité de personnaliser la page. Alors personnaliser, c'est un grand mot, mais si, ça suffit en général. Donc on peut changer en gros toute l'image ici qui est sur la gauche de l'écran. On peut également rajouter un texte ici qui est bienvenue sur la page d'identification. Dans mon cas ici j'ai marqué bienvenue sur la page d'identification des applications, vous pouvez contacter l'IT à tel numéro. Donc voilà, il y a un peu de personnalisation derrière, ça permet de rebrander quand même l'identité de l'organisation, et ne pas simplement avoir quelque chose qui s'appelle microsoft.com. Donc dès que vous aurez besoin de personnalisation, il vous faudra une premium ou alors une licence Microsoft 365 associée qui permet également de le faire. Si on activait l'authentification de double facteur, on le retrouvera également ici. Donc là, j'ai fonctionné par code SMS. Mais on pourrait utiliser une application mobile ou autre chose, on va en parler juste après. Et une fois qu'on est logué, eh bien, le portail MyApps, ça ressemble à ça. Donc on a ici les différentes applications qui sont exposées. Et l'objectif, c'est que l'utilisateur, il est simplement les applications dont il a besoin présentes sur cet écran, et quand il clique sur une icône, il se logue de manière transparente à l'application. Voilà. L'utilisateur peut également gérer les groupes auxquels il appartient et les groupes qu'il gère également. Donc ça, c'est de la gestion de groupe en libre service. Il faut du premium pour cela. Et puis, quand on est du coup en premium, on va avoir pas mal de choses intéressantes sur la partie sécurité. Donc, sur la zone sécurité du portail d'administration Azure Active Directory, on va avoir pas mal de choses qui vont apparaître et on va les lister ensemble. Donc l'utilisateur peut du coup, ici, depuis le MyApps, venir faire le reset de son mot de passe, mettre en place la manière dont il veut faire la réinitialisation, et puis il voit également le détail de ses équipements, ceux qui sont joints par exemple au domaine ou à l'Azure Active Directory. Donc authentification multifacteur, ça c'est donc fourni avec la licence AD Premium et également dans certaines licences Office ou Microsoft 365. Là encore, je ne suis pas un spécialiste de licensing, donc c'est à vérifier, mais des fois en fait on n'a pas besoin d'acheter la Premium, c'est juste la partie MFA vous intéresse. Vous l'avez peut-être déjà acheté dans vos licences Microsoft 365, Office 365. Et sachez que par contre que les administrateurs de l'Azure Active Directory, donc du tenant, pour eux, le MFA est gratuit, même imposé d'ailleurs. Le service est 100% cloud. Historiquement, on pouvait l'installer sur site sur un serveur MFA. À ma connaissance, c'est en train de disparaître cette option-là. Donc misez plutôt sur un service qui est bien géré et qui fonctionne très très bien. Donc dès qu'on aura activé le MFA, on pourra aller dans la zone MFA et configurer quels sont les utilisateurs qui ont du MFA et comment on va leur proposer le MFA. Est-ce qu'on va leur proposer le MFA avec une application mobile, avec un appel téléphonique, avec l'envoi d'un code SMS? Là encore, ça dépend de vos utilisateurs, et ça dépend de leur device, ça dépend de vos choix. Une autre méthode d'authentification assez récente, très d'actualité, on parle souvent de passwordless, donc de disparition du mot de passe, parce que le mot de passe est quand même la source de beaucoup de problèmes. Enfin, la mauvaise gestion par les IT ou par les utilisateurs des mots de passe a amené pas mal de problèmes. Donc la tendance aujourd'hui est d'essayer d'avoir des équipements qui permettent de ne pas utiliser le mot de passe en fait. Donc parmi ceux-là, notamment le support du standard FIDO et donc des clés FIDO2. Donc là on a un exemple avec des YubiKey, mais il y a plusieurs marques qui font ce type d'équipement. L'idée c'est d'avoir quelque chose qu'on possède et d'être pas obligé de se connecter, de taper sur un PC son login et son mot de passe. On tape son login et puis après on met sa clé, puis on appuie sur un bouton par exemple,
et ça fait l'opération. Donc là, c'est vraiment comme une clé qu'on possède, qu'on met sur son porte-clés, ce qui est mon cas d'ailleurs ici. Et donc on va pouvoir utiliser donc, des clés FIDO également avec la partie Azure Active Directory. Autre chose très très sympa, c'est la partie accès conditionnel, disponible à partir de la version premium, qui permet de contrôler l'accès aux applications, donc les fameuses applications qu'on a publiées tout à l'heure, qu'on a liées à l'Active Directory, à l'Azure Active Directory, pardon. Eh bien, on va pouvoir donc du coup dire, ok, tu es bien authentifié, tu fais partie des gens qui ont le droit de l'utiliser, mais tu ne peux utiliser cette application que sous la condition de. Et là, en gros, vous allez mettre des conditions d'accès, dire par exemple, on peut se connecter si on vient avec un PC de type Windows, un navigateur de type Mozilla par exemple, sous réserve également d'avoir fait une authentification avec du MFA, sous réserve d'être sur un réseau de confiance, etc. Donc en gros, vous mettez toutes vos conditions, et au-delà de la partie authentification, la condition est une mesure de sécurité supplémentaire. Donc pour pouvoir l'utiliser, effectivement, cet accès conditionnel, il vous faut soit des licences premium, Azure Active Directory, et puis si vous voulez vérifier dans vos conditions la conformité de certains équipements, dire par exemple ce poste, on peut se connecter sous réserve d'être sur un poste de travail qui respecte les standards de sécurité de l'organisation. Donc du coup, il faut une solution qui soit capable de contrôler en fait que le poste est vraiment conforme. Donc en gros, ce sera soit du Intune dans le cache Microsoft, ou une autre solution de MDM, de Mobile Device Management, qui elle sera intégrée à Azure Active Directory. Donc cet accès conditionnel, on va créer ce qu'on appelle des policies, des stratégies. Donc il y a quelques exemples qui existent. On peut créer sa propre stratégie. Et quand on va la créer, on va dire, ok, cette stratégie, on va l'affecter à certains utilisateurs déjà. Donc on peut l'affecter à tous les utilisateurs, ou à aucun, ou juste à certaines personnes. Ensuite, on va affecter la stratégie à soit toutes les applications, soit certaines applications, soit aucune application. Et ensuite, on va poser ces conditions. Tiens, dans les conditions, on peut parler de la plateforme utilisée, des emplacements depuis lesquels on va se connecter, et des applications clientes. Donc si on voit un exemple d'application, on peut dire par exemple, on va autoriser toutes les plateformes, y compris celles qui ne sont pas prises en charge, ou alors dire au contraire, je peux me connecter à cette plateforme sous réserve d'être connecté à un Windows, avec un Windows ou un Windows Phone. C'est un cas un peu hypothétique, le Windows Phone en 2019, mais vous avez compris l'idée. L'emplacement, on peut dire également, pour autoriser la connexion, dans les conditions, il faut être sur une plage adresse IP particulière, ou dans un pays particulier. Et là encore, on va pouvoir jouer là-dessus. Application cliente, on peut dire j'autorise d'accéder à ces services depuis un navigateur web ou une application mobile, par exemple, particulière. Voilà. Bien entendu, on aura publié plein d'applications, on aura mis derrière potentiellement de l'accès conditionnel. L'idée après, c'est d'avoir une traçabilité, de voir est-ce que les gens se signent bien sur les applications, est-ce qu'ils utilisent les applications tout simplement. Et donc là encore, on a toute une série de rapports qui existent de Insight, qui permettent de dire par exemple, tant de personnes se sont connectées, ont se connecté avec succès à telle application, ou à l'inverse, combien on a eu d'échecs sur telle ou telle application, ce qui peut des fois d'ailleurs être une source d'inspiration pour se dire, tiens, il y a peut-être des gens qui tentent des trucs sur certaines applications alors qu'ils ne sont pas autorisés. Donc, on a tout le contrôle là-dedans. Je ne rentre pas trop dans le détail de la partie sécurité et gestion de tous ces événements parce que c'est presque un sujet à part. J'en parlerai probablement un peu plus dans la vidéo consacrée à la sécurité.